Pendant des années, les frères Mitchell règnent en maître sur l'industrie pornographique américaine. Mais leur empire s'effondre en 1991 lorsque l'un d'eux est assassiné. Un meurtre commis de sang-froid. Les Mitchell avaient de nombreux ennemis et seule la minutieuse reconstitution de la scène de crime permettra de confondre l'assassin. Une classique histoire de triangle amoureux réunit le mari, l'épouse et la maîtresse. Un membre du trio trouve la mort dans ce qui ressemble à un accident. L'analyse du contenu d'un ordinateur permettra de découvrir des photos et des emails qui compromettront un juge local. Bonjour, merci de nous être fidèles pour ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Drogue, violence et cinéma pornographique. Notre première affaire contient tous les ingrédients d'un authentique roman noir. Et, comme c'est le cas dans de nombreux thrillers, elle se termine par une fusillade. Tandis que des coups de feu claquent dans la nuit, une femme cachée dans un placard hurle de terreur au téléphone. Mais, faut-il le rappeler, dans cette histoire, tous les détails sont authentiques. Les meurtres sont bien réels. Et, à la différence des fictions policières, les cadavres ne sont pas des comédiens couverts de sang artificiel. San Francisco, en Californie. Un nom qui évoque le téléphérique, le Golden Gate et la prison d'Alcatraz. Des incontournables pour les visiteurs. Mais la ville a un côté beaucoup plus sombre. Il a émergé au temps de la ruée vers l'or, alors que San Francisco devenait un port très fréquenté. Une activité s'est développée, le commerce du sexe. Il s'appuie en partie sur la tolérance de la ville concernant la liberté sexuelle. C'est ici que deux frères, Artie et Jim Mitchell, vont partir à la conquête de l'industrie du sexe, en commençant par produire des films pornographiques. Des réalisations de 10 minutes projetées aux clients en échange de quelques pièces. Ils poursuivent leur ascension en achetant des cinémas. À leur apogée, les frères Mitchell en possèdent 11 en Californie. Le joyau de leur empire est le cinéma O'Farrell de San Francisco. Les deux frères offrent plus que des films à leurs clients. Ils leur proposent des spectacles de nus et des shows sexuels en live. Les performances vont bien au-delà de ce qui est proposé en ville et leur assurent rapidement un énorme succès financier. Selon l'auteur David McCumber, qui a signé un livre intitulé Classé X, si Jim Mitchell était le cerveau de l'affaire, Artie en était l'essence même. Beaucoup de futures grandes stars du X ont eu leur chance grâce au cinéma O'Farrell, dont Nina Hartley et Marilyn Chambers. Marilyn Chambers a vu sa carrière décoller grâce au film produit par les frères O'Farrell, Derrière la porte verte. Il génère plus de 35 millions de dollars de recettes. Pour ceux qui n'auraient pas vu Derrière la porte verte, l'histoire parle d'une jeune femme qui est enlevée et séquestrée, bien sûr contre sa volonté. Et à un certain moment, elle ne résiste plus parce qu'elle se sent aimée comme elle ne l'a jamais été, par 6 femmes, un homme noir et 6 autres types sur un trapèze. C'est des trucs un peu bizarres en fait. D'après une majorité de témoignages, Artie est le plus déroutant des deux frères, ce qui lui a valu les surnoms de Joyeux Farceur et Artie Fiesta. Jim joue le rôle du frère aîné responsable. Art était bien plus exubérant que Jim. Lui, il était plutôt introverti et son frère très extraverti. Même s'ils n'avaient pas le même âge, ça ne se voyait pas. On aurait dit des jumeaux, le gentil et son double maléfique. Artie a aussi une vie privée très compliquée. À peine 40 ans, il a déjà 2 ex-femmes et 6 enfants. Il a aussi déjà été confronté à plusieurs procédures visant à fixer pension alimentaire et droits de garde. De plus, Artie Mitchell a un appétit insatiable pour toutes les drogues, l'alcool et les pratiques sadomasochistes. Le 21 février 1991, il est confronté à un tout autre problème.
Peu après 22 heures, Artie et sa compagne Julie sont sur le point de se coucher lorsqu'un intrus pénètre chez eux par la porte de devant et ouvre le feu. Reste ici, je vais voir. Julie court se cacher et appelle les secours. Lorsque les secours arrivent, Artie Mitchell, 45 ans, est mort, allongé par terre dans la salle de bain. Il a reçu une balle en pleine tête. À son arrivée sur les lieux, la police remarque un homme d'âge mûr quittant la scène de crime. Il boite et semble porter un parapluie. Ce qui le faisait boiter, c'est une crosse de fusil qui dépassait de sa jambe de pantalon. J'ai sorti mon arme et je lui ai demandé de s'arrêter. Mais l'homme presse le pas, avant de s'arrêter brusquement et de tenter d'utiliser son arme. Baissez votre arme, main en l'air, tout de suite! L'homme obtempère et dit à la police qu'il a également une arme de poing. Il s'agit de Jim Mitchell, le frère de la victime. Sexe, drogue et rock'n'roll. Profitant de la vague d'émancipation qui apparaît à la fin des années 60, les frères Mitchell secouent le puritanisme américain en se lançant avec succès dans l'industrie pornographique. Alors ils commencent par installer de discrets sex shops, des clubs privés dans le quartier chaud de San Francisco, puis ils étendent leur empire en créant un réseau de salles de cinéma érotiques à travers toute la Californie. Mais qui sont les frères Mitchell? Eh bien, Jim, l'aîné, passe pour être le cerveau et le gestionnaire de l'entreprise. Artie, de 2 ans, son cadet, 2 fois divorcé et père de 6 enfants, est alcoolo et toxicodépendant. Surnommé Artie Fiesta, on le dit incontrôlable et maléfique. Alors c'est pourquoi, lorsque les policiers découvrent son cadavre, criblé de balles, les hypothèses concernant le ou les tueurs sont nombreuses. A-t-il été abattu par des dealers ou des membres de la mafia? Par des concurrents envieux ou un mari trompé? Mais au fait, que faisait son frère dans sa maison à 22 heures? Et pour quelle raison cachait-il un fusil dans une jambe de son pantalon? Est-ce lui qui a tué son frère? Et pour quelle raison? Plus incompréhensible encore, une fois arrêté, Jim Mitchell s'empresse de faire une déclaration pour le moins surprenante. Il a dit quelque chose du style « Je sais que je vais avoir des ennuis. Je veux un avocat. » J'étais sous le choc. Je ne sais pas quoi dire d'autre, j'étais choquée. C'était tellement improbable qu'une chose pareille arrive, c'était complètement hors contexte, même quand on connaît le style de vie des frères Mitchell. Ça ne faisait certainement pas partie du scénario. Durant les jours précédant la mort d'Artie, Jim affirme que le comportement de son frère était devenu totalement incontrôlable. Artie a proféré des menaces à l'encontre de son ex-femme, de la petite amie de Jim, mais aussi de leur propre mère. Karen Hassall, l'ex-femme d'Artie Mitchell, confirme qu'il a refusé toute aide. Artie se montrait extrêmement violent. Il ne voulait pas se rendre à l'hôpital. Il nous a dit qu'il préférait encore mourir plutôt que d'aller consulter. Jim affirme s'être rendu chez son frère pour le forcer à accepter une cure de désintoxication. Un projet auquel Artie s'oppose depuis des mois. Toujours selon Jim, il aurait pris une arme pour être en mesure de se défendre. Et quand Artie est sorti de la chambre, il tenait à la main un objet ressemblant à une arme. Jim tire à 7 reprises. 3 balles atteignent Artie, 4 manquent leur cible. Les analyses balistiques montrent que toutes les balles proviennent de l'arme de son frère. La question n'est pas seulement de savoir qui a tiré. Il reste à déterminer le degré de culpabilité, son état mental, ce qui a motivé son geste. Artie avait 2,5 g d'alcool dans le sang, près de 3 fois la limite autorisée.
Si Artie n'était pas mort de cette façon, il serait mort au volant de sa voiture en faisant d'autres victimes, ou bien d'une overdose ou d'un excès quelconque. Il est évident qu'Artie n'allait pas rester parmi nous très longtemps. Selon les avocats de la défense, ce qui s'est passé n'a rien à voir avec un meurtre. Il ne s'agit pas d'un meurtre, il n'en a jamais été question. C'est un tragique accident, un accident aux consonances bibliques. La brigade criminelle est loin d'être convaincue par la version de Jim Mitchell. Les impacts des balles sur la scène de crime sont très regroupés, ce qui pourrait indiquer que Jim visait délibérément son frère. Mais les enquêteurs doivent déterminer quelle est la séquence des coups de feu et le moment auquel ils se sont produits. Pour éclaircir ce point, ils ne disposent que de l'enregistrement de l'appel à la police. Des coups de feu sont-ils présents sur l'enregistrement? Pour le découvrir, la police fait appel à un spécialiste des analyses sonores. Harry Hollin isole des bruits statiques et des petits coups secs. Mais il faut pratiquer des analyses complémentaires pour savoir s'il s'agit de balles de calibre 22. J'aurais vraiment été très surpris qu'il ne s'agisse pas de calibre 22. Mais il fallait s'en assurer en effectuant d'autres tests. Kevin Hollin, le fils d'Harry Hollin, entreprend d'analyser les sons avec un spectrogramme qui fournit une représentation graphique de ce qui est présent sur l'enregistrement. Des cris, des bruits statiques et d'autres sons peuvent masquer les coups de feu. Mais les coups de feu ont une onde particulière, variante en fonction de la taille de l'arme et du modèle. Ça ressemblait à un entonnoir vu de côté, une surface assez large qui finissait par s'effiler. Et ce qu'on remarque surtout, c'est le temps qu'il faut pour que ce dessin se forme. La fréquence de ces dessins est aussi un élément capital pour ce que nous recherchons. Après analyse de la bande, Kevin Hollin est en mesure d'affirmer qu'il y a 5 coups de feu enregistrés. Mais proviennent-ils tous d'un calibre 22? Pour le découvrir, les experts ont une méthode bien particulière. Ils vont tirer avec une arme de même calibre sur la scène de crime et enregistrer la séquence pour la comparer à l'enregistrement original. Mais la maison d'Artie Mitchell n'est plus accessible, car elle a été vendue très peu de temps après le meurtre. Je me suis rendu compte que ma propre maison présentait pratiquement la même acoustique que celle de la victime. Harry Hollin organise donc une séance de tir un peu particulière à son domicile. Son porche vitré sera utilisé pour remplacer le couloir chez Artie Mitchell. Un récipient rempli de journaux humides servira à récupérer les balles. Afin de recréer l'enregistrement des coups de feu, Harry Hollin installe un téléphone dans la pièce la plus proche. La scène va être enregistrée par son interlocuteur. Les coups de feu ainsi tirés sont comparés à ceux qu'on entend sur l'enregistrement détenu par la police. L'expérience ayant été faite ailleurs que sur la scène de crime, dans un endroit possédant une autre acoustique, on s'attend à de nombreuses différences, mais en réalité, il y a de très nombreuses similitudes. Lorsque nous avons récupéré les résultats, nous en avons vite conclu que nous avions bien le type d'arme utilisée pour perpétrer ce meurtre. Selon Harry Hollin, les 5 sons fulgurants enregistrés durant l'appel passé à la police sont bien 5 des coups de feu tirés cette nuit-là avec l'arme du crime. Les 2 premières balles ont été tirées avant l'appel. Appel d'urgence, scène de braquage enregistrée par des systèmes de surveillance, demande de rançon, écoute téléphonique. L'expertise sonore s'est généralisée dans les enquêtes judiciaires. Aujourd'hui, la numérisation permet de nettoyer un enregistrement en filtrant les fréquences parasites et en éliminant les distorsions du signal. Cela permet, par exemple dans les cas de kidnapping, d'obtenir des informations sonores sur le lieu de détention de la victime. Et plus généralement, de définir la signature acoustique d'une voix, d'un bruit ou d'une détonation d'arme à feu. En France, ce travail est réalisé par le laboratoire d'analyse et de traitement du signal de la police scientifique à Écully. Parmi les dizaines d'affaires résolues, il a notamment été possible d'authentifier un message sonore adressé par Oussama Ben Laden grâce à ses bruits de bouche caractéristiques et à ses problèmes d'élocution. En Belgique,
la police a recruté des agents aveugles afin que leur extrême sensibilité au son et aux voix soit utilisée pour déceler des indices dans les conversations enregistrées dans le cadre d'affaires criminelles ou impliquant le grand banditisme. Alors dans notre affaire, les experts doivent déterminer si Jim Mitchell a abattu son frère en état de légitime défense, s'il s'agit d'un accident ou s'il a été assassiné de sang-froid. La prochaine étape pour les enquêteurs consiste à déterminer le temps qui s'est écoulé entre chaque tir afin de reconstituer le déroulement exact des événements. L'accusation souhaite une reconstitution du meurtre d'Artie Mitchell afin de statuer et de savoir s'il s'agit d'un assassinat ou d'un accident. La technologie laser permet de recréer les trajectoires de chaque tir. Les traces de sang et la séquence des coups de feu présents sur l'enregistrement permettent à leur tour de reconstituer le puzzle. Les experts sont ainsi en mesure d'affirmer qu'Artie Mitchell se tenait debout lorsqu'il a reçu une balle à l'épaule. L'impact du projectile retrouvé dans le mur correspond exactement à la hauteur de son épaule. Cette affaire était unique, à cause de la nature des coups de feu, des ricochets et des trajectoires observées. Ça nous a permis de resituer précisément la victime sur la scène de crime. La reconstitution de la scène de crime prouve que Jim a pénétré dans la maison de son frère et a immédiatement fait feu dans le couloir. La seconde balle est venue se loger à travers le côté droit de la porte de la chambre d'Artie, au moment précis où elle s'ouvrait. Alors qu'Artie s'engage dans le couloir, le troisième coup de feu retentit. La balle ricoche sur le montant de la porte et se fiche dans un meuble de la chambre. La quatrième balle atteint Artie Mitchell dans l'abdomen et ressort de son corps. Artie se dirige alors vers la salle de bain. La cinquième balle traverse donc le mur de la salle de bain avant de se loger dans son bras. Durant les 28 secondes qui suivent, aucun coup de feu ne retentit. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a une interruption entre les coups de feu. Comme si le tireur attendait, observait et se préparait avant de tirer la prochaine balle. En se basant sur l'angle de trajectoire de la balle, l'accusation est convaincue que Jim s'est agenouillé pour viser. Lorsqu'Artie est sorti, il a reçu la balle fatale. Il meurt sur le coup. La septième et dernière balle se perd dans le couloir de l'entrée. Pour le procureur, il s'agit bien d'un meurtre et non d'un accident. Il est certain qu'il a armé et préparé son tir, car les preuves ont montré que le coup qui a été fatal a été tiré quand la victime a passé la tête par l'entrebâillement de la porte de la salle de bain. Et Artie avait déjà reçu 2 balles à ce moment-là. L'analyse de la scène de crime n'a pas cessé de bénéficier des technologies les plus avancées. Il y a encore une vingtaine d'années, les enquêteurs n'avaient d'autre moyen que de matérialiser les trajectoires des projectiles à l'aide de fils de couleur, en partant des impacts. Des rayons laser précis et faciles d'emploi les ont avantageusement remplacés. Aujourd'hui, des scanners laser permettent de reconstituer en 3 dimensions accidents et scènes de crime sous différents angles.